bonjour à tous. Je suis très heureuse d'introduire et de coprésider avec Jean-Christophe Dumont, chef de la division des migrations internationales de l'OCDE. Moi-même, je suis Dominique Versini, adjointe à la maire de Paris, chargée des questions sociales et notamment chargée de la question des réfugiés depuis que les réfugiés sont arrivés sur Paris. Je voulais dire en une minute que, et après je ne reparlerai plus de problèmes de questions parisiennes, qu'à Paris nous venons d'ouvrir un centre d'accueil humanitaire pour les réfugiés dans le nord de Paris, après 1 an et demi où nous avons vu des flux de migrants et de réfugiés arriver et s'installer dans des campements de rue. Nous avons décidé, en prenant l'expérience du maire de Grande-Synthe, Damien Carême, qui est présent, et d'un voyage que j'ai fait en Allemagne, de créer une structure d'accueil gérée par des professionnels pour que les migrants en arrivant soient accueillis de façon digne et professionnelle. Voilà, donc je voulais vous dire aussi que tant la mairie de Paris que les Parisiens eux-mêmes sont très mobilisés pour l'accueil et l'intégration des réfugiés, et que mon collègue Jean-Louis Missika prépare aussi un accueil, un lab pour les réfugiés, pour leur permettre d'être accompagnés dans la création d'entreprises pour ceux qui le veulent. Voilà. Nous allons donc débattre sur ce thème, qui est le thème de l'intégration des migrants et des réfugiés dans le marché du travail et dans les communautés, mais aussi dans l'accueil en général, le premier accueil, les besoins fondamentaux. Et nous sommes en présence donc des maires de différentes villes, le maire d'Athènes, le maire de Grande-Synthe, la maire de Stockholm, le maire de Gênes, le maire adjoint de Leipzig, le maire adjoint de Tel Aviv, la maire adjointe de Thessalonique et la directrice du bureau des nouveaux arrivants de Montréal. Nous aurons une discutante qui est Brina Lipper, vice-présidente des 100 villes résilientes. Et mon collègue coprésident Jean-Christophe Dumont sera le rapporteur de cette session en séance plénière. Voilà, donc je vais maintenant passer la parole à Jean-Christophe. Thank you very much. Good afternoon, everybody. It's a great pleasure to co-chair with you, Madame Versini, this very interesting panel for which we have very distinguished panelists who have, through their experience, been directly exposed to this question of welcoming migrants and refugees. And without further ado, I would like to invite Mayor Kaminis from Athens to give us his experience. We know Greece has been in the front line, and Athens with Greece. And I know you have developed a number of very innovative approaches, prepaid card, hospitality centers. We very look forward to hearing from your experience. You have 2 minutes, Mayor. It's okay? Yeah? So, we had people arriving massively in the summer of 2015 in Athens. Part of them, many of them still are in the refugee camps. We offered space. There's a refugee camp in Athens, but people in refugee camps cannot be integrated. So we immediately wanted to participate in the United Nations program of finding and renting apartments and equipping them in order to put refugees there. Well, refugees, most of them, they don't want to stay in Athens, they don't want to stay in Greece, they want to leave Greece. It's the first obstacle to integration. The second obstacle to integration is the economic situation of the country. It's very difficult to find jobs for those people, very difficult to create jobs. So, the third is the language. Greek is a very difficult language. It's not spoken outside of Greece. So what we tried to do was to find these apartments, but first of all, inform the neighborhood. You have to inform and inform and inform. So we formed groups of 3 persons for every 10 apartments, and we're speaking about 250 apartments,
one interpreter, one social worker, and one apartment manager who were helping those people to move around and get integrated and inform the neighborhood of what's going on. The second thing is that those people bring money to the local economy because they are provided with vouchers. They go to restaurants everywhere they go. They spend money and they help the local economy. For the rest, and I'm finishing now, it's that we are working together with international NGOs like Mercy Corps and with 100 Resilient Cities, the program on Migration Exchange Network, where we exchange experience and know-how with other cities, because integration is ahead of us. In Athens, we have not started, for the reasons I told you why, to start getting integrated people. We put them in many structures. We have no discrimination policy at all, but we are speaking about something much more serious. Thank you, Mayor Kamanis. I understand the great challenge that you have to face and the very practical solution that you have put in place. Maintenant, je veux me tourner vers Monsieur Carême, le maire de Grande-Synthe. Une situation et une expérience unique, une solution, une approche de cette question qui a inspiré, on vient l'entendre, la ville de Paris et bien d'autres villes en France et sans doute en Europe. Qu'est-ce que vous avez fait de si extraordinaire à Grande-Synthe? Expliquez-nous. On a juste créé le premier camp humanitaire en France. Parce qu'on n'avait pas le choix, parce qu'il y avait une situation où il y avait 2800 réfugiés qui étaient arrivés en 3 mois de temps sur le territoire de ma commune, qui vivaient dans des situations complètement indignes, dans la boue, dans l'eau, où il y avait 300 femmes, 300 enfants. Et moi, en tant que maire de la commune, mais comme tous les maires qui sont ici aujourd'hui, je ne supporte pas de voir des gens vivre dans ma commune dans ces conditions de vie-là. On a appelé à la rescousse l'État durant ces 3 mois-là pour venir nous aider à faire quelque chose et il n'y a eu aucune réponse apportée. Et donc, on s'est débrouillé nous-mêmes et donc on a pris la décision de construire avec Médecins sans frontières, de construire un camp aux normes du Haut Commissariat aux réfugiés pour pouvoir offrir un minimum de dignité à ces personnes qui étaient présentes sur le territoire. Je rejoins le maire d'Athènes quand il dit qu'il faut communiquer avec la population. C'est important. Et dès le début, on a commencé à expliquer à la population qui étaient ces personnes qui venaient là, pourquoi elles étaient ici, les problèmes qui se posaient et ce qu'on envisageait de faire dans l'avenir. Et tout au long de ce processus de construction du camp, on a apporté de l'information. J'ai dit que j'avais rencontré le ministre de l'Intérieur, j'ai dit que j'avais sollicité à 3 reprises le Premier ministre et qu'il ne m'avait jamais répondu, j'ai dit qu'on avait eu des rendez-vous dans différents ministères, j'ai dit qu'on allait construire un camp, que ça allait coûter 4 millions d'euros, qu'on ferait l'avance avec MSF et que j'irais me faire rembourser après parce que c'était pas normal que ce soit les impôts de la ville de Grande-Synthe, des habitants qui payent ce camp-là. Et puis la population a suivi. Je pense qu'en France, comme le disait Dominique Versini, je pense qu'en France, les habitants, quoi qu'on en dise, quoi qu'on voit dans les médias, la population est prête à faire cet effort d'accueil des réfugiés et des migrants. Et pourtant, on a un taux de chômage de 24% dans ma commune. Donc on peut se dire que justement cette peur, comme vient de le dire le maire d'Athènes, difficile de les intégrer dans le marché du travail, parce que d'abord c'est pas ce qu'ils veulent. Quand ils sont à Grande-Synthe, qui est à 40 km de Calais, c'est aller en Angleterre. Il y a la barrière aussi de la langue, ils ne parlent pas le français, ils parlent l'anglais pour beaucoup, et ce sont des Kurdes principalement chez nous. Donc il y a un certain nombre de barrières, et c'est pas la préoccupation. Ce dont on s'est occupé nous, c'est de leur donner des bonnes conditions de vie. J'ai été heureux d'apprendre par Dominique Versini, qui était venu nous rendre visite, et par Anne Hidalgo, l'annonce de ce camp à Paris, parce que du coup on se sent un peu moins seul, que cette solidarité des villes nous renforce et nous pousse à aller plus loin dans le fonctionnement. Voilà, aujourd'hui, quand on a déménagé ce camp, ils étaient 1350, aujourd'hui ils sont un peu moins de 1000 présents sur ce camp. Et j'essaye de les inclure dans la population de la ville, c'est-à-dire qu'on essaye de faire des passerelles entre ce camp et les activités de la ville. Les enfants viennent à l'école de la ville, les musiciens du camp viennent dans l'école de musique, les comédiens viennent au théâtre, on mène des projets de lecture publique sur la ville avec les réfugiés. Et pour l'instant, on s'arrête là. Et la dernière chose avant de conclure, c'est
Je l'avais fait il y a quelques années déjà, fait un appel aux maires des villes d'organiser l'accueil dans leur commune, pour pas que cet accueil repose uniquement sur quelques communes et qu'on se partage cet accueil en France. Je suis très content, moi, du pacte d'Amsterdam au niveau européen qui prévoit l'inclusion des réfugiés et des migrants et de ce qui vient d'être signé à Quito sur les villes durables, où effectivement aussi un des axes forts, c'est l'accueil des réfugiés et des migrants dans nos villes. Voilà. Merci, Monsieur le Maire. Thank you, Mayor. I think we're going to move straight to Madame Van Gaard from Stockholm. If there is one other country with Greece which has been at the forefront, it's certainly Sweden, and Stockholm is one of the fastest growing cities in Europe, particularly due to the inflow of refugees. I know there are numerous challenges in terms of housing, education, language training. How did you react to that challenge? Yes. And now you said the most. No, sorry. But for sure, we are a little bit more north in Europe, but we still we still have a lot of refugees. Sweden in total have 160,000 refugees the past 12 months, and Stockholm take a really big part of the numbers. And for sure, we have less of housing. We have a really big challenge when it comes to housing. We are now using our muscles to increase the number of housing in record time. Our public housing companies have been commissioned to double their production the coming 6 years, and we are working close with private developers to keep up the pace. And just to make clear in international that Sweden do not have social or affordable housing. We have both public and private housing companies, and they need to follow the same negotiated rent. To be able to receive Stockholm's national assigned number of refugees, the city plans to construct modular homes in different parts of the city, as well as making use of our public housing companies. Learning the language is, of course, the key for better access to the labor market. Language courses in Swedish are offered by the city to all immigrants. We are also running specialized language training programs in Swedish designed to be a quick route for professional immigrants to be able to practice their profession in Sweden. The goal is that they can be able to start working within 6 months. In Stockholm, ethnic segregation has increased over the last couple of decades, and socioeconomically disadvantaged neighborhoods are gradually more characterized by first and second generation foreign-born households. The resulting ethnic school segregation in the city considers with difference in the performance of students. This, in turn, affects the ability of the foreign-born to enter the labor market, where immigrants are, to a lower extent, established. My aim the coming years is to further increase our efforts to facilitate the integration of our new inhabitants in school, the labor market, the housing market, and in society as a whole. This is both a moral obligation and a precondition for continuous economic growth. Thank you. Thank you very much. Moving from the north to the south, with the experience of Genoa, which has a very vast reception system with many places across the cities to respond to the need to the migrants, an experience which has attracted a lot of attention in other Italian cities. How do you deal with this issue in the Italian context? Bien, bon. Maintenant, je vais souligner, avant de dire quelque chose sur ce que nous faisons à Gênes, souligner les difficultés que nous trouvons
Parce qu'ici, nous parlons la même langue sur les problèmes de l'intégration, mais dans notre ville, on ne parle pas la même langue. Il y a partie de la population qui sont frappées par une croissance petite, l'Italie est le cas, avec des inégalités croissantes ainsi dans notre population. Et alors, être disposé à accepter des personnes qui semblent ou sont considérées différentes n'est pas haut. À Gênes, nous avons les 10% de la population, c'est un phénomène européen. Et chez nous, en Italie, arrivé en retard en comparaison avec d'autres pays de l'Europe du Nord. 10% de la population immigrée, des citoyens génois qui viennent d'autres pays. Et nous avons encore les problèmes des réfugiés. Une partie de la population tend à mettre ensemble des problèmes différents. Les problèmes des réfugiés spécifiques, les problèmes des citoyens qui font partie de notre communauté. Aussi, les réfugiés font partie de notre communauté. Mais ce sont des questions spécifiques. Alors, quelques milliers de réfugiés sont acceptés dans une situation d'émergence, coordonnée par le gouvernement central, l'administration centrale, et la mairie supporte, dans mon cas, supporte les efforts du gouvernement pour trouver, premièrement, des logements. Après, éducation aux valeurs de notre communauté, la langue. Troisièmement, le travail. Pour le travail, nous avons des règles encore qui ne sont pas efficaces. Parce que les personnes qui doivent attendre les permis de séjour, les statuts de réfugiés, ne peuvent pas être insérés dans les marchés du travail. Alors, comme mairie, nous cherchons, dans une situation de règles déficitaires, de trouver les mots avec des travaux socialement utiles, de les insérer dans les marchés du travail. C'est ce que nous faisons. Merci, Monsieur le maire. Pour clore ce panel, je voudrais inviter tous les intervenants, en commençant donc par vous et en suivant donc de ma droite vers la gauche, vous inviter à nous proposer peut-être une solution, une recommandation que vous voudriez porter à l'attention de cette discussion et aussi que vous souhaiteriez que je rapporte à la discussion plénière. Donc je ne sais pas si vous avez un point particulier que vous souhaiteriez porter à l'attention du groupe. Pour nous, est très important d'organiser des programmes de travaux publics visibles avec la participation des réfugiés. Et ça, c'est pour moi très important pour donner dignité aux réfugiés, pour une sorte d'échange virtueux entre la communauté qui accueille et les personnes qui sont accueillies. Ça, c'est un des problèmes les plus importants pour moi. Merci. Monsieur Kamanis? Oui, ce que j'ai constaté, moi, c'est que nous devons informer les gens, expliquer ce qui se passe, parce que pour le reste, c'est la peur qui règne à cause des mass médias et du discours populiste. Il faut affronter ça. Dès qu'on explique aux gens ce qui se passe, et ils constatent eux-mêmes qu'il n'y a pas en réalité de problèmes de criminalité et le reste, moi je crois que les choses vont beaucoup plus mieux qu'auparavant. Merci beaucoup. Monsieur Carême?
Oui, moi je rejoins ce que vient de dire le maire d'Athènes. On a besoin de changer le regard qu'on porte sur les migrants et les réfugiés. Nous, on a une politique culturelle forte parce qu'on pense qu'avec l'éducation, la culture permet d'affronter beaucoup, d'avoir les clés de compréhension des fonctionnements de la société. Et on peut reprendre à travers le temps. Et hier, en arrivant plus tôt ici, je suis allé au musée de l'immigration où il y avait toute une conférence justement sur les réfugiés et les migrants à travers l'histoire. Et je trouve qu'elle est riche d'enseignements, cette exposition, parce qu'elle nous donne plein de clés de compréhension que l'immigration, les migrants, les réfugiés ont toujours apporté dans les sociétés à travers le temps. Et donc voilà, c'est ce qu'il faudrait les villes le font, se mettent d'accord. Il faudrait que nos gouvernants nous accompagnent dans ce discours-là. C'est vraiment ce qu'il faut faire remonter comme message et pas aller dans le populisme dans lequel on verse. Merci. Madame Vanguard, one recommendation? Only one? Education and housing, is that one? The most important recommendation is that we stop talking about we and them, that we talk about us, because it's our responsibility to take this responsibility. We have the toolbox, we're sitting here, even if it's different in different cities, but it's human being, it's people we talk about, and it's us. Thank you very much. So I think we can move to the second panel, and I will give the chair to Madame Versini. Alors, à mon tour d'appeler les autres personnalités. Est-ce que la maire adjointe de Madrid est présente? Non. Est-ce que monsieur le maire adjoint, Madame la maire adjointe de Tel Aviv? Madame Barrault-Cron. Enchantée. Johan Côté-Galarno. Vous êtes... Monsieur Thomas Fabien, c'est pas la même... Monsieur Thomas Fabien. Venez, monsieur. Ah ben c'est parfait. Elina Liakou, maire adjointe de Thessalonique. Bien, je vais commencer, je vais donner la parole à Monsieur Thomas Fabien, maire adjoint de Leipzig, et pour nous parler donc de votre expérience sur l'intégration des réfugiés. Ok. Oui, merci. Mais je veux parler en anglais, ok? Well, the city of Leipzig has received last year some 5,000 refugees. 4,200 single person and families, plus another 500 unaccompanied minors, so that makes almost 5,000. This year we have received another 2,000, and at the moment there are some 10,000 refugees living in Leipzig. The main task that we have is to provide housing, and the city of Leipzig has formulated a comprehensive concept for housing and integration already in the year 2012. We sort of anticipated that the figures of the refugees would be rising again. If you read the papers, watch TV, then I think you could predict that something was going to happen. However, in the year 2015, well, last year, especially in the summer and in the autumn and winter, it was a big challenge for us to provide a roof for everybody. One of the most important things is that we start integration from day one, learning the language, accompanying the refugees to find their way into our society. Our concept says that for every 50 refugees, we provide one social worker. And the task of the social worker is to assist the refugees to be a partner for the immediate neighborhood where the refugees live in their houses, and also to build networks within the community. This has been proven very successful, although it cost us a lot of money. Last year, more than 2 million euros, only the wages for the social workers. But that was very important. Then we provide school from the very beginning. In Germany, all children that set foot on the ground have to go to school. It's not a right, but it's a duty.
opportunity to go to school. So I think this is a very important way to provide integration. One lesson that I learned in the last 3-4 years is that it is very important for the local politicians, for the administrations, for mayors and deputy mayors to show political leadership, to have a clear position on this issue, and what is very important, to be present. I have had very, very many discussions in neighborhood meetings, and the reactions were very different. Some offered support. We had a lot of thousands of people offering support, but we also had some people who were critical. I could not always convince them, but one of the most important things was that they were listened to, and we treated them in an honest way, and did not discuss. Let me give you just one short example. In one of these meetings, I was asked, Mr. Fabian, the next time, will you ask the neighborhood whether they agree to have a refugees home in their neighborhood or not? And I did not answer, well, we will inform you right enough, and so I just said, no. And then I explained it. And I think they did not jump at me, but they felt respected because I was honest to them. So I think apart from all the issues that we have regarding integration, and the final integration is into the labor market, is for the local administration and the mayors, it's very important to communicate with their citizens. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Madame la maire adjointe de Tel Aviv, je vous donne la parole. Thank you. Good afternoon, everyone. The immigration situation in Tel Aviv is a bit different than represented here by the most countries and cities. Israel has a land border with Egypt, about 200-kilometer land border. And that means that the border is usually peaceful, but in the last 10 years ago, people from Africa started crossing the border and entered the country. And Israel cannot return them to their country. But Israel built a fence and no longer entrance, but those who are already in our country are most of them in Tel Aviv. And in Tel Aviv, about 15% of the citizens of our population are illegal immigrants. And this is unique because immigrants can cross by foot the Egypt desert and get into Israel. The other unique trait in our country is our immigration system. As you may know, Israel was established as a Jewish country and as a safe place for Jewish. And Jewish can immigrate to Israel and to become automatically citizens. And I can say that Jewish from all over the world. We have 150,000 immigrants from Ethiopia, which are Jews, including myself, and they are an equal part of the Israeli society. But for those who are not Jews, it's much more complicated. So before 10 years ago, Israel was not such a rich country, so people didn't want to immigrate to Israel, but now they do. And we don't really know how to deal with this issue, but once they are in our city, in Tel Aviv, we treat them as human beings and give them all the services. Thank you. Merci. Bien. Maintenant, je vais donner la parole à Lina Liakou, maire adjointe de Thessalonique. Thank you very much. Thank you very much for the invitation. The city of Thessaloniki in Greece has a population of 1.2 million.
and we are almost 10 municipalities within this urban environment. But we lack of metropolitan governance. So when the first refugee flow came, we had to find a way to bypass this governance barrier. So we had to find a way to create a guerrilla metropolitan governance in order to work together, to work the municipalities together and respond to this crisis of our city. So we we didn't have the consensus of all the municipalities. We had half of the municipalities responded to the initiative of our mayor. And we created an action plan for first response. We delegated responsibilities according to the municipality, each municipality's resources. So a municipality did the waste management collection, another one was responsible for the food, another one for the cultural activities. And what we've seen that was the most impactful activities was these shared living cultural experiences, eating together, singing together, taking a walk together, going to the museums, to the heritage sites together. These were the activities that we saw were most impactful for both communities, the host communities and the newcomers. And now we're taking a step further. Thessaloniki has an unemployment rate of 30%, almost 50% between the youth populations. So we have to redefine our local economy. Anyway, we had to redefine our local economy and create a new strategy. So how can we create a new strategy incorporating the skills of all these people, mainly youth, young people that have come through this refugee flow, how we can create new services, new business, how we can actually highlight the added value of the newcomers. And the biggest innovative solution, which is not innovative at all, is that the mayor from the very beginning had a very specific rhetoric that Thessaloniki is a welcoming city. It's a city that was great when it was open to external influence, when it is open to change, and that the vision that we create for the city is a shared vision for both the communities that are the host communities and the newcomers. Thank you very much. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Oui, c'est moi qui ne m'entends pas. Je vais donner la parole à Madame Côté-Galarneau, directrice de l'Office de l'intégration des nouveaux migrants de Montréal. Exact. Le nouveau bureau que je dirige s'appelle le BINAM. C'est la nouvelle création que le maire Coder a lancée dans la foulée de l'arrivée des réfugiés qui sont arrivés l'an dernier. Je parle avec mes mains, vous allez voir. J'ai deux groupes de personnes. J'ai un groupe de 35 000 personnes immigrantes qui sont des résidents permanents qui arrivent chaque année à Montréal. Ça veut dire à peu près 100 personnes par jour. Ces personnes-là, dans les 10 dernières années, malgré les argents qui ont été investis, malgré les efforts du gouvernement, elles ont toujours un taux de chômage qui touche à peu près à 20 %. Or, c'est un petit peu paradoxal parce que le Québec choisit ces personnes migrantes, donc les personnes qui arrivent à Montréal devraient s'intégrer beaucoup plus rapidement. Quand les personnes qui arrivent ne parlent pas français, elles ont 7 mois de francisation, reçoivent beaucoup d'informations. Quand elles sont francophones, scolarisées et qu'elles ont un gros bagage d'expérience, elles ne semblent pas utiliser les services qui leur sont offerts sur le territoire. Premier enjeu. L'autre groupe de personnes qui arrivent, c'est 52 000 immigrants qui arrivent à Montréal, mais qui n'ont pas de statut d'immigration. Ce sont des travailleurs temporaires, des étudiants étrangers, des jeunes qui arrivent avec des programmes vacances-travail, qui, eux, sont complètement en dehors de notre radar. Alors, deux initiatives que nous sommes à mettre en place présentement. Premièrement, inspiré de quelque chose qui était fait à la Ville de Montréal, c'est un programme de parrainage professionnel. Nous tentons de rejoindre et d'exporter ce programme qui va se décliner de la façon suivante. Et là, c'est comme dans beaucoup d'autres villes, je présume que les employeurs ne sont pas facilement intéressés par la question immigrante. Je vais parler de Montréal, ce sont toujours les dernières personnes qui s'assoient aux tables pour discuter d'immigration. Donc, on va transposer le programme de parrainage professionnel qui avait été mis en place à la Ville avec un premier stage de 6 mois professionnel rémunéré pendant lequel les personnes vont faire leur reconnaissance des acquis et des compétences parce que c'est un frein
la reconnaissance des acquis et des compétences, et vont avoir une formation manquante. Ce qui est novateur dans le modèle, c'est qu'on va placer 20 stagiaires d'un même groupe professionnel chez un employeur. Alors, exemple, 20 ingénieurs pour lesquels on va diagnostiquer les formations manquantes et offrir des formations d'appoint. Deuxième initiative qui peut être intéressante, c'est qu'on va mettre en place une application pour les mobiles qui va s'appeler Montréal Inclusive. Et dans les 19 arrondissements, donc quand mes personnes vont arriver à l'aéroport, on va leur demander à quelle adresse allez-vous vous installer à Montréal, vont entrer leur adresse et il va y avoir un visage qui va apparaître et qui va dire « Bonjour, je suis Marie, je suis à la bibliothèque X et on vous attend pour répondre à vos différents besoins. » Et il y aura différentes informations qui seront sur le téléphone. Alors, je veux juste terminer en vous disant qu'à Montréal aussi, nous ne sommes pas dans le nous et le eux. Nous voulons accueillir des professionnels, des travailleurs et non pas des immigrants. On accueille des travailleurs et je vous invite à Montréal pour la prochaine année, c'est le 375e anniversaire. Donc, venez nombreux, notamment au colloque de Métropolis. Merci beaucoup. C'est très tentant. Bien, on va terminer en demandant à chacun des orateurs de nous dire, de nous faire la proposition d'une recommandation forte pour que l'on puisse la rapporter, pour que Jean-Christophe Dumont puisse la rapporter en plénière. À vous, Monsieur le maire. What we think is that we should avoid developing parallel structures, which means that we don't have special social services and counseling services for refugees. Maybe in the beginning that is necessary, but that we should open and qualify all our services for everyone. Well, I think we shouldn't be afraid about immigrants. They just want a better life for them and for the kids. And when they are integrated in a successful way, they are an asset to our cities. And I can say that I was an immigrant at the age of 10 in Israel, and it is possible to be integrated. Merci beaucoup pour ce témoignage vivant, en fait. Je vais donner la parole maintenant à Madame Liakou pour la ville de Thessalonique. For cities like the Greek cities, cities that are under austerity measures and so on, the refugee flow is actually an opportunity. It's an opportunity in many levels. And we have to redefine our rhetoric and our discourse, connecting the refugees and the new communities with the economic development of the cities, local and national. Bien. À vous, Madame Côté-Galarneau, pour Montréal. Un grand effort de coordination entre le réseau des employeurs, le réseau de l'éducation et la communauté d'accueil pour réussir l'intégration des citoyens. Merci beaucoup. Bien, je vous invite à regagner vos places. Et nous allons appeler donc la discutante, qui est Brina Lipper, voilà, vice-présidente des 100 villes résilientes. Elle n'est pas là. Ben alors, oui. Alors, donc, nous allons lancer les questions-réponses. Mais on n'a pas les maires à côté de nous, mais c'est pas grave. Non, mais c'est bien. Malheureusement, la discutante n'est pas là, qui représentait donc un réseau de 100 villes, ce qui nous aurait permis évidemment d'élargir ce débat. Il nous reste environ 7 minutes avant la fin de cette session parallèle. Si vous souhaitez poser une question, merci donc de vous lever, de vous identifier. On essaiera, autant que faire se peut, soit de noter vos recommandations pour la session plénière, soit d'y répondre avec l'expérience notamment de la ville de Paris et Madame Persigny. Est-ce que quelqu'un souhaiterait donc intervenir à ce moment?
On a une question. Good afternoon, Thomas Liebig from the OECD. I have a question actually that could be posed to all the panelists, but it was only mentioned by the mayor of Stockholm, the issue of segregation. This is one of the black boxes that we see in our work on integration at the OECD. How can we effectively combat segregation? What are effective measures to tackle this important issue, starting from the arrival to make sure that there's not a new wave of segregation coming to us? Thanks. Bien, je pense que d'autres pourront répondre, mais moi j'ai compris de tout ce qu'on a entendu dire, c'est que, il faut énormément parler aux habitants des villes, parce que par exemple à Paris, quand nous avons eu ces flux massifs, c'est quand même 30 000 personnes qui sont passées dans 2 arrondissements parisiens en 1 an et demi, et donc il faut aller expliquer, il faut leur parler. Le maire de Grande-Synthe, Damien Carême, l'a dit. Tous les maires, le maire de Leipzig, tous ont dit que les migrants viennent pour un meilleur devenir. Donc il faut parler, il faut faire du lien, il faut intégrer et il faut aller au-devant de nos habitants pour leur expliquer ce que nous faisons. Il ne faut jamais faire les choses en cachette et les sortir en dernière minute. Voilà pour ma part. Are there any other questions? We still have a couple of minutes. Yes, please. You can identify yourself. Merci, Claire Charby de l'OCDE à nouveau. On a entendu beaucoup les besoins de coordination entre les acteurs, entre les secteurs, entre les différentes parties prenantes. Comment ça marche en pratique? Est-ce qu'il faut des échanges d'informations? Est-ce qu'il faut des personnes relais? Est-ce qu'il faut des incitations financières pour se coordonner à la fois avec les autorités centrales, avec les villes voisines, comme l'a mentionné la dame de Thessalonique, avec les acteurs privés, comme on l'a mentionné dans le cas de Montréal? Donc quels sont les vecteurs pour faciliter cette coordination sur laquelle à l'OCDE nous travaillons avec un ensemble de villes, y compris d'ailleurs Athènes, Paris et d'autres? Moi, je peux vous répondre sur... à Paris, nous avons mis en place une plateforme de coordination des réfugiés. Et dedans, il y a l'ensemble des acteurs associatifs et institutionnels. Par ailleurs, pour le centre d'accueil humanitaire, nous avons fait un protocole signé par l'État, par la ville de Paris, la maire de Paris et l'association Emmaüs qui est en charge de la gestion. Et nous faisons des comités de pilotage toutes les semaines, tous les mois. En fait, il faut penser la coordination permanente et nous réunissons donc le plateforme des réfugiés à peu près 3-4 fois par an et dans laquelle il y a toutes les associations et institutions du territoire de Paris parce qu'on s'aperçoit que le plus important, c'est de communiquer, c'est d'expliquer pour que, voilà, donc c'est quelque chose qui donne de la sérénité, parce que ça évite les malentendus aussi. Is there another, a last question, burning question in the audience? Yes, please. Oui, bonjour. Merci pour cette réflexion. Je pense qu'elle est très utile et apporte un certain nombre d'optimisme, je crois qu'il faut le dire, hein, dans le climat actuel. Mes questions sont basées en fait sur le commentaire de M. Fabien indiquant qu'il ne faut pas faire de distinction dans l'accueil au niveau des services entre les réfugiés et les autres personnes de la population, l'expérience et l'expérience canadienne. Ces populations réfugiées qui arrivent ont quand même un parcours qui est très différent des migrants, des autres migrants que nos pays avaient l'habitude d'accueillir. Une des différences que je vois, c'est que les autres migrants ont préparé leur migration, ont préparé leur arrivée. Et donc la question que ça pose, c'est comment est-ce qu'en termes de relations interculturelles, les services et les organisations qui s'occupent de ces migrants peuvent se préparer pour un accueil efficace. Le deuxième élément, c'est que ces populations ont souffert des traumatismes profonds. Comment est-ce qu'on s'équipe? Comment est-ce qu'on traite ces traumatismes?
Et troisièmement, on sait qu'au niveau, le point de l'éducation a été soulevé à de nombreuses reprises. On sait que des enfants qui ont été traumatisés, qui ont été déscolarisés pendant un certain nombre de mois ou d'années, peuvent avoir beaucoup de difficultés à reprendre une scolarité et donc ensuite de devenir des adultes qui réalisent leur potentiel. Donc je serais intéressée à entendre comment ces questions sont incluses dans les interventions et dans les réflexions. Merci. Bien. Alors je vais vous dire sur la question des traumatismes qui est extrêmement importante, parce qu'effectivement ce sont des gens qui ont eu des parcours de guerre, de violence, de viol pour les femmes aussi. Hein. Et donc, par exemple, dans le centre d'accueil humanitaire, nous avons un partenariat avec Médecins du Monde qui est très spécialisé sur les traumatismes de ces populations en temps de guerre. Voilà. Donc, eux, ils interviennent. Il y a un pôle santé et eux, ils interviennent autour du traumatisme, autour de l'accompagnement des gens traumatisés, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de service spécialisé sur ces questions. Également, sur tout ce qui est formation de nos services, c'est vrai qu'on s'est rendu compte que ce sont des problèmes nouveaux, donc nos services ne sont pas préparés à accueillir des publics ayant de telles problématiques. Donc par exemple, si je prends les mineurs isolés étrangers, parce qu'à Paris, nous accueillons 1500 mineurs isolés étrangers, nous avons fait une formation grâce à une équipe qui s'appelle Babel, qui travaille sur la transculturalité pour former tous nos travailleurs sociaux et nos éducateurs à l'approche transculturelle de ces populations. Car on ne peut pas les traiter des mineurs isolés étrangers comme on traite des enfants confiés classiquement à l'aide sociale à l'enfance. Pour vous donner quelques exemples. Et pour les écoles, il y a des classes en France spécialisées pour accueillir les enfants qui arrivent de l'étranger, qui ont des différentiels de niveau, des classes d'adaptation que l'Éducation nationale met en place. Mais par exemple, sur le centre humanitaire, sur la partie famille qu'on va ouvrir au début d'année, on pense qu'il y aura une classe de plusieurs niveaux dans le centre humanitaire parce que les gens resteront que quelques mois. Enfin, voilà, quelques idées. I think we also have a compliment from Mr. Fabien. Yeah, just to give you a very short answer, as said, of course, in the beginning, we need special offers for the refugees that come in. Of course, you are right, many of them have very traumatized experiences, but the point I was making is that in the long run, if we want real integration, we need to qualify our services and not have special services for refugees. Yeah? Like, for example, people who are alcoholics or have drug addictions. Yeah? We try to qualify our usual services for these people and not have specific services. Yeah? So I think in the long run, it should be a good policy not to have separate services for different groups, but to have services that are qualified to deal with different kinds of problems. Yeah. Well, thank you very much, and I think we can give a good round of applause to all of panelists for this very interesting session.